Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Il date de 1980. Je vous la fais simple. C'est l'histoire en fait d'un peuple qui est dans le désert du Kalahari. Le peuple, c'est les Bushmen. Et il y a donc un jour des touristes qui passent dans un avion au-dessus de leur territoire, de leur village. Et ils balancent en fait une bouteille de coca qui va tomber du ciel et qui va arriver sur la terre. Il y a donc un chasseur de ce peuple-là qui tombe sur la bouteille et qui se dit que c'est un élément, il a vu la bouteille tomber du ciel, bien entendu, il se dit que c'est un élément que les dieux les ont envoyés du ciel. Donc, ils ramènent la bouteille en fait dans leur village et dans son village en fait la bouteille c'est un élément que personne n'a jamais vu qu'ils sont complètement coupés de la civilisation. Ils sont dans un village où ils n'ont jamais vu de bouteille de Coca-Cola. Donc du coup la bouteille de Coca intrigue tout le monde, les gens s'en servent, les gens ne savent pas ce que c'est en fait, mais ils trouvent vite à cette bouteille là une utilité. D'autres l'utilisent pour faire la cuisine, d'autres l'utilisent pour faire de l'art, d'autres l'utilisent pour jouer. Mais le problème c'est qu'il n'y a qu'une seule bouteille que les dieux ont envoyée. Une seule bouteille. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi. Et en fait, c'est que tout le monde veut utiliser la bouteille. Ça crée des conflits. Ça crée des conflits. Et on décide donc dans le film, on décide que Chi, qui a trouvé la bouteille, doit aller au bout du monde, là où le monde s'arrête, pour pouvoir donc jeter la bouteille, pour éviter que ça crée des tensions et des conflits dans leur tribu. Donc, c'est un film qui est très intéressant et que je vous invite tous à regarder. Hein. Vous pouvez trouver ça partout sur les plateformes Internet et ça apprend beaucoup de choses. Mais pourquoi est-ce que je parle de ce peuple des Bushmen du Kalahari? Parce que aujourd'hui, on va parler d'un pays qui est pour moi un modèle, d'après mes recherches aujourd'hui, un modèle d'exemple de croissance en Afrique. Le pays, c'est le Botswana. Et ce peuple-là des Bushmen, c'est un peuple du Botswana. Ils sont au Botswana et un peu dans d'autres pays aux alentours, mais ils sont principalement dans ce pays-là. Aujourd'hui, on va parler en fait de voir comment est-ce que le Botswana est quitté de son indépendance en 1966 à un pays où il n'y avait presque rien, comme on dit les Britanniques, à un pays qui aujourd'hui affiche une croissance élevé pendant plusieurs années et parmi les pays à revenus intermédiaires les plus avancés en Afrique. Donc, une croissance fulgurante. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui comment est-ce que le Botswana, qu'est-ce qu'il a mis en place pour pouvoir donc quitter cet état où il y avait à peine 12 km de route bitumée en 1966, où il y avait à peine 22 universitaires, où le PIB par habitant était moins de $200, à passer aujourd'hui un PIB par habitant le plus élevé en Afrique, avoir une économie beaucoup plus prospère et avoir un pays qui est une référence de réussite sur le continent africain. Donc, on en parle juste après. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé. Bienvenue sur ma chaîne Diaspora Impact Business. Ici, on parle entrepreneuriat, business, impact. Je partage avec toi tous les éléments pour que tu puisses toi aussi devenir un investisseur aguerri et réussir dans ta carrière d'entrepreneuriat ou de business, de ce que tu veux faire. Donc, si les thématiques t'intéressent, je t'invite donc à t'abonner aux médias, à la notification pour ne voir le plus qu'on va publier ici. Il y a toujours le cadeau qui est disponible, le cadeau qui est en téléchargement gratuit. Je te donne en fait des conseils pour investir comme Warren Buffett, qui est l'un des plus grands investisseurs au monde. Donc le e-book, il est gratuit. Tu vas en bas, tu le télécharges et tu auras les conseils de Warren Buffett que j'ai contextualisés pour que tu puisses toi aussi les appliquer et devenir un investisseur aguerri. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui me plaît beaucoup, que j'ai beaucoup aimé en préparant cette vidéo. On va parler en fait de comment est-ce qu'un pays peut quitter d'un pays très pauvre, extrêmement pauvre, à devenir un pays très prospère. Donc, on va voir un peu comment est-ce qu'ils ont mis en place et est-ce que ce qu'ils ont mis en place pourra être servi peut-être comme exemple à d'autres pays ou à d'autres communautés pour pouvoir croître. Donc, on va commencer en fait par rapport à comment ils ont été indépendants jusqu'à comment ils ont évolué aujourd'hui. Donc, je vais donner quelques dates, quelques repères pour que vous puissiez bien vous caler et bien comprendre ce processus-là. Donc, le Botswana, c'est d'abord un pays qui est enclavé. C'est un pays qui est situé entre la Namibie, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. C'est un tout petit pays qui est recouvert par plus de 80%, je crois, du désert du Kalahari, qui est le plus gros espace qui est présent là-bas. Donc, en fait, quand le Botswana accède à l'indépendance en 1966, c'est un pays qui est vraiment pauvre, un pays où il n'y a rien. Un pays, comme j'ai dit à l'introduction de la vidéo, où il n'y a même pas 22 universitaires. C'est un pays où il y a à peine 12 km de route pavée. C'est un pays, en fait, où les gens sont vraiment pauvres. Il n'y a rien. Donc, le pays, en fait, avec tout pour rester pauvre, parce qu'il n'a même pas été colonisé, parce que justement, les colons qui étaient les Allemands d'un côté et les Boers de l'autre côté ne voyaient pas du tout d'intérêt. Bien sûr qu'ils ont eu un protectorat britannique qui les a protégés un peu de ces deux-là, mais les Britanniques ont seulement fait ça pour bénéficier d'un passage pour aller en Afrique centrale. Donc, ils n'ont attiré aucun intérêt parce qu'il n'y avait rien, entre guillemets, dans leur sol. Le destin du Botswana va changer. Il y a deux principales dates qui vont marquer ce changement-là. 1967, en fait, on découvre un premier gisement de diamant. 1973, on en découvre deux autres. On avait dit qu'à ce moment-là, le diamant devient donc une ressource minière abondante dans le pays. Mais au lieu, en fait, que le diamant devienne donc une source de conflit comme dans d'autres pays où on découvre des ressources minières, le Botswana s'est plutôt mis en ordre de marche pour pouvoir donc
bâtit son économie, sa réussite sur le diamant. Donc, ça veut dire que derrière, il fallait, pour pouvoir exploiter le diamant de façon convenable, il fallait asseoir une bonne gouvernance. Et en fait, il y a donc un monsieur qui a incarné ça, qui s'appelle Sir Seretse Khama. Donc, c'est le monsieur, en fait, qui est le père indépendant du Botswana. Et c'est lui, en fait, qui a donc établi les bases de la croissance du Botswana qu'on a aujourd'hui. Donc, on va en voir, en fait, en plusieurs aspects. On va voir sur plusieurs niveaux comment est-ce qu'il a pu établir ce pays aujourd'hui pour qu'il soit assez pour ça, parce que lui, le père de cette croissance-là, et comment est-ce qu'il a fait pour l'amener. Donc, on va parler de divers aspects. On va parler d'abord sur le côté politique, côté stratégique, c'est qu'il a mis en place comme stratégie. On va parler de la démocratie, de la réussite économique, du contexte social, et comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir mettre tout ça en musique, afin qu'on ait la croissance qu'on voit aujourd'hui. D'abord, si on parle de la stabilité politique, vous savez en fait que dans tout pays, il est important d'avoir une stabilité politique pour pouvoir avoir de la croissance. Le Botswana, depuis son indépendance, depuis 1967, je pense, un truc comme ça, qu'il a commencé les élections, il y a eu des élections démocratiques sans discontinuité. Et même si je crois qu'ils ont changé le mandat de président de 5 à 10 ans à un moment, mais il y a toujours eu des élections sans grand conflit. Il y a toujours plusieurs présidents qui sont succédés et ça a toujours été transparent. Donc, c'est un pays qui a toujours une stabilité politique qui est une référence aujourd'hui au niveau de l'Afrique. Cette stabilité politique a donc permis que les éléments de gestion du pays soient stables parce qu'on ne fait pas la croissance dans la guerre. Un pays qui est en guerre tout le temps, en conflit permanent, il n'y a pas de croissance. Donc, tous les présidents qui sont passés depuis l'indépendance, depuis celui qui a fondé même, en fait, ce pays-là, parce que celui qui a fondé ce pays, c'est Seretse Khama, il vient d'une série de rois traditionnels. Donc, depuis le départ, il était là. Donc, il a donc mis en place une démocratie, une stabilité politique qui fait en sorte que le pays a été stable pendant plusieurs années, ce qui a encouragé la croissance pendant plusieurs années qui dépassait 13% parfois, ce qui est exceptionnel. Ça, c'est la première raison. Il y a une stabilité politique qui est très puissante. Deuxième raison, en fait, c'est qu'il a choisi d'investir par rapport, quand le diamant il est arrivé, au lieu que dans d'autres pays, le diamant, il y a des détournements d'argent, il y a du blanchiment, il y a des investissements qui sont faits sur les éléphants blancs. Lui, il a plutôt préféré miser sur le capital humain d'abord, parce qu'il a beaucoup investi dans l'éducation. Parce que comme je l'ai dit aujourd'hui, on dit qu'il y a 80% de la population du Botswana qui est éduquée, qui est alphabétisée, ce qui est énorme. Et derrière, en fait, le gouvernement botswanais supporte les étudiants du Botswana pendant 10 ans, pour avoir leur éducation. Et les meilleurs ont même des bourses pour aller fréquenter dans les 10 meilleures universités du monde, les bourses payées par l'État. Donc, il a d'abord misé beaucoup sur l'éducation parce que le capital humain, pour lui, était la base vraiment de ce qu'il fallait faire. Ensuite, il ne s'est pas arrêté là. Ensuite, il a dit, bon, on va continuer avec l'exploitation minière. L'exploitation minière, en fait, il y a une société qui a été créée avec l'État du Botswana et un autre qui s'appelle De Beers, je crois. Et derrière, ils sont à 50-50. Donc, ça veut dire qu'ils ont aussi eu des parts importantes. Ils ont bien négocié leur contrat d'exploitation. Et ce partenariat-là, c'est l'unique qui dure depuis plus de 40 ans avec le même partenaire. Ça veut dire que c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant, comme ce qu'on aime voir sur le continent africain. Donc, ils ont fait la base dessus. Ils ont bien négocié les ressources minières. Ils ont investi dans l'éducation, comme j'ai dit, investi dans l'exploitation minière. Ils ont investi dans les services sociaux parce que je pense qu'il y a les soins à la santé et, comme on dit, à l'école qui sont gratuits pour les Botswanais. Et après, il ne s'est pas arrêté là. Il a diversifié parce qu'il ne fallait pas que dépendre du Botswana, du diamant, pardon. À un moment, le diamant valait plus de 50% de leur PIB, mais il a diversifié dans l'agriculture, dans le tourisme, avec le delta de l'Okavango, qui, par exemple, je crois que c'est plus de 12% de leur PIB. Il a investi dans plusieurs domaines pour pouvoir donc diversifier l'économie, ce qui a permis qu'il y ait plusieurs relais de croissance. Ça, c'est le deuxième point qui a fait en sorte que le Botswana soit vraiment un pays prospère aujourd'hui, qu'un exemple. Troisième point, il y a eu un environnement, vraiment un contexte social qui est très important à marquer. Parce que comme on a dit tantôt, le Botswana n'est pas un pays qui a connu une vraie colonisation. Donc ça veut dire qu'il y a toujours le tissu traditionnel qui a été présent. Le contexte social aujourd'hui au Botswana, il est très fort parce que les chefs traditionnels ont toujours leur mot à dire. Et j'ai vu qu'il y a un truc qui s'appelle le Gotla. Le Gotla, c'est ça. Le Gotla, en fait, c'était une façon de gérer pour les populations traditionnelles qui se faisaient dans le passé. C'était comme une assemblée où il y avait des chefs qui venaient en fait résoudre des problèmes sociétaux, des problèmes économiques, des problèmes qu'il y a entre les personnes, des problèmes de démographie, des problèmes de tout ce qui est projet lié à la société. Ils se retrouvaient là-bas et le chef et son petit cercle donnaient les avis, tranchaient. Les populations étaient capables d'approuver ou de désapprouver. Donc c'était vraiment un truc qui était ouvert. Et derrière, ils n'ont pas tué ça. Au lieu que, lorsqu'ils accèdent à la démocratie, ils tuent cette partie traditionnelle, ils l'ont plutôt renforcée, ils l'ont plutôt conservée. C'est aussi un truc qui est très important et qui disparaît dans d'autres pays où on tue la tradition
parce qu'il y a la modernité. Eux, ils ont maintenu les deux. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en termes de gestion, il y a une assemblée nationale qui est élue suivant le contexte britannique, suivant le modèle britannique d'élection, mais il y a aussi une assemblée des chiefs, House of Chiefs, assemblée des chefs, qui ont aussi leur mot à dire dans la gestion du pays. Ce qui fait en sorte qu'il y a un vrai ancrage traditionnel associé à la modernité, et c'est ça qui marche. C'est une démocratie comme ça, qu'on veut dans les continents africains, dans les pays africains. On veut cette démocratie-là où il y a la tradition et la modernité qui font chemin ensemble. Donc, le contexte social est très intéressant parce que, comme il y a ce contexte traditionnel, il y a des moralités qui sont plutôt très intéressantes et les chefs ont gardé ce niveau-là et la démocratie a été très forte. Le contexte social, il est très intéressant de noter dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment ce type de modèle qu'il faut dans nos sociétés, un modèle traditionnel et associé à la démocratie? Moi, je pense que c'est ça qu'il faut. Il faut qu'on mette en avant une société traditionnelle, même s'il y a la modernité, la tradition doit encore être présente. C'est ce qui s'est fait au Botswana aujourd'hui et ça marche très bien. Ensuite, derrière, quand ça a été fait, ils ont dupliqué, ça c'est la raison qui suit leur société économique, ils ont dupliqué le modèle en fait de démocratie, tradition, modernité au niveau de l'économie. Donc, quand ils ont eu l'indépendance dans les années 1966, ils avaient une seule industrie qui était la Botswana Meat Corporation, un truc comme ça. Ils ne vendaient que de la viande, c'était que des bœufs. C'était de la viande en fait qu'ils vendaient. Et derrière, ils n'ont pas tué ça, ils ont continué à développer ça. Et ils ont gardé cette traditionnalité au niveau du bétail et de la viande. Ils ont développé la partie moderne avec le diamant. Donc, d'un côté, on a une industrie qui est traditionnelle, qui est sur l'élevage de bétail. On a une industrie qui est moderne avec le diamant. Donc, ils ont vraiment su concilier modernité et tradition. C'est ça qui fait vraiment la force de cet État, quoi. Et ça, c'est très important de voir au niveau de leur contexte social, de leur réussite démographique. L'autre point qui a fait en sorte qu'ils avancent bien, c'est la croissance inclusive. Je m'explique. Ça veut dire que derrière, ils ont fait en sorte que les revenus du diamant servent à tout le monde. C'est-à-dire que les diamants qui étaient leur fer de lance pour pouvoir se développer, il y a eu des revenus, mais ils ont vraiment permis que les populations en profitent. Et que les populations, au niveau de l'éducation qui est gratuite pour les populations pendant 10 ans, ils en ont profité. Au niveau des soins de santé, ils en ont profité. Au niveau de comment est-ce qu'ils ont construit les infrastructures, parce qu'ils partaient de 10 km, 12 km de route pavée à l'indépendance. Aujourd'hui, il y a plus de 50% du territoire qui est bitumé en fait, en termes de route. Et ils font de grands projets de corridors, donc ça veut dire que ça profite aux populations en termes d'infrastructures. Donc ils ont vraiment fait en sorte que la croissance soit inclusive et que les populations sentent les effets de la vente du diamant. C'est ça qui est très important. Après, bien entendu, vous me direz qu'il y a peut-être eu quelques affaires par-ci, par-là, mais c'est minable, c'est minime par rapport à l'impact qu'a eu le fait qu'ils ont investi l'argent du diamant sur place. Après, ils ont fait des choix importants au niveau économique. Ils se sont peu endettés. Ils ont réinvesti les excédents du diamant. Ils ont pas fait de projets éléphants blancs, comme on dit, qu'on commence des projets pharaoniques et on n'arrive pas à terminer. En fait, ils ont été très intéressants. C'est ce qui nous amène donc au dernier point qui est la bonne gouvernance. Donc, aujourd'hui, le Botswana, en termes de bonne gouvernance, je pense qu'au niveau de Transparence internationale, ils sont 34e sur 180, quelque chose comme ça. Donc, en termes de corruption, c'est presque zéro. C'est l'un des pays les moins corrompus du monde. Et ça permet d'asseoir l'autorité du gouvernement, l'autorité morale, ça permet que les populations adhèrent à la philosophie. Imaginez un pays, en fait, aujourd'hui, où il n'y a que de la corruption, mais les populations vont aussi mettre à être des corrompus. Mais la bonne gouvernance qu'ont mis les pères fondateurs de cet État jusqu'à aujourd'hui, ça tient. C'est-à-dire, la bonne gouvernance, ils sont toujours bien calibrés et ils ont bien entendu comment on appelle ça, un indice de corruption qui est très faible. Et ça, fait en sorte qu'il soit très développé. Donc, tous ces éléments ont permis, en fait, que le Botswana soit aujourd'hui je crois qu'il est dans le top 5 des PIB par habitant les plus élevés d'Afrique. Bien sûr, comme on me dira qu'il y a une population qui est faible, je crois qu'il a 2,5 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Elle est très faible. Mais il y a d'autres pays qui ont aussi peu d'habitants, mais qui sont très mal gérés. Et c'est pas ça qui va faire en sorte que le pays ne continue plus à croître. Après, bien entendu, il y a eu un peu un bémol avec les cas du VIH, parce que c'est un pays qui a été l'un des plus contaminés dans les années 90 ou 2000. Je crois qu'il y avait plus de 38% des femmes qui étaient enceintes et séropositives. Mais ça a baissé aujourd'hui. Et derrière, il y a eu ce truc-là qui est arrivé. Mais ça n'empêche que c'est quand même un pays qui est pour moi une réussite vraiment très intéressante qui est basée sur plusieurs piliers que j'ai expliqués ici, que je vais reprendre rapidement. La stabilité politique, l'investissement stratégique, l'environnement économique et la réussite, en fait, le fait de pouvoir mixer la tradition et la modernité, le contexte social où on a une partie démocratie occidentale à démocratie traditionnelle africaine. Il y a la partie capital humain sur laquelle ils ont investi énormément. Il y a le fait de faire la croissance inclusive, en fait, les populations bénéficient vraiment des retombées du diamant. Et il y a aussi, pour terminer, la bonne gouvernance qui a permis à ce que les populations acceptent et avancent avec la vision du projet. On voit que tout ça, en fait, est lié à ce qu'on appelle le leadership.
Le leadership d'un homme, le leadership de quelqu'un qui avait une vision. Je pense que c'est ça qui manque à beaucoup d'États aujourd'hui, à beaucoup de sociétés aujourd'hui. C'est un leader qui a une vision et qui permet à ce que les gens voient où il veut les amener à les faire adhérer. Moi, je pense que c'est l'un des problèmes fondamentaux qu'on a sur le continent, c'est le leadership. C'est l'absence de leadership de certains dirigeants, l'absence de leadership de certains gestionnaires d'entreprise, l'absence de leadership même des personnes en eux-mêmes. Parce que le leadership, c'est à plusieurs niveaux. C'est un leadership déjà personnel, après au niveau sociétal, au niveau communal, au niveau étatique, à tous les niveaux, on a un problème de leadership. Je pense que c'est ça qui est un petit souci qu'on doit, bon, un petit entre guillemets, c'est un souci majeur qu'on doit résoudre si on veut vraiment aspirer à croître. Là, on voit que le Botswana, parce qu'ils avaient un leader visionnaire, un leader fort, un leadership puissant, a pu les amener aujourd'hui où ils sont. Bien sûr qu'il y a des pays où il y a des leaders qui naissent. Hein. Je prends le pays, je prends le Mali, je prends aujourd'hui le Burkina, je prends la Guinée où il y a des leaders vraiment qui arrivent. Je prends le Bénin avec Patrice Talon. Il y a plein de pays, il y a plein de leaders qui naissent aujourd'hui où on voit vraiment que le fait d'insuffler une vision peut changer complètement le destin d'un pays. Donc, dis-moi ce que vous en pensez par rapport au Botswana. Est-ce que vous pensez que c'est le fait qu'ils aient gardé ce système de gestion traditionnel et moderne qui a fait leur réussite, leur croissance? Est-ce que vous pensez que c'est le fait qu'ils n'ont jamais vraiment été colonisés qui a aussi fait leur croissance? Est-ce que vous pensez que c'est le leadership vraiment de celui qui a fondé cette nation qui a fait leur croissance et qui a fait ce qu'ils sont aujourd'hui, leur réussite? Moi, je vais donner mon avis dans la vidéo. Donnez-moi le vôtre en commentaire. Je vous y attends. C'était Franck Kenyé pour Diaspora Impact Business. J'espère que la vidéo vous intéresse. Si c'était le cas, abonnez-vous, likez, partagez. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.